Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Fantôme 509 est dans le collimateur de la PNH. Ces individus armés et dangereux sont activement recherchés pour crimes, assassinats, destruction de biens publics et privés, entre autres. La grève des magistrats entame sa 6e semaine. Ce mouvement est supporté par la Fédération des barreaux d'Haïti qui estime que l'exécutif a toutes les cartes en main pour remédier à la situation. Le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football appelle les différents acteurs de la crise politique actuelle à observer une trêve afin de permettre que la rencontre éliminatoire de la Coupe du monde de football Haïti-Belize se tienne normalement ce jeudi au stade Silvio Gatton. Selon les autorités policières, ces individus armés et dangereux, membres du groupe terroriste Fantôme 509, sont activement recherchés pour crimes, assassinats, destruction de biens publics et privés, entre autres. La police annonce également que tous les membres de ce groupe sont désormais révoqués de l'institution. Le groupe Fantôme 509 est considéré par l'ambassade américaine en Haïti comme une organisation terroriste. Dans un message d'alerte publié sur son site, l'ambassade a fait remarquer que ce groupe est connu pour ses actions violentes et sa capacité à se relocaliser rapidement. Il faut souligner que la Fondation J'éclairé avait exprimé ses préoccupations par rapport aux agissements du groupe Fantôme 509 qui continue d'imposer sa loi à Port-au-Prince. Marie-Hélène Gilles qualifie de grave le fait que les Fantômes 509 s'arrogent le droit d'entrer de force dans des commissariats pour libérer des policiers en contravention avec la loi. La militante en faveur des droits humains estime que ces individus armés ont un discours et des agissements qui prônent la suprématie de la force sur le pouvoir civil, l'éducation, le droit et la justice. De son côté, l'Action internationale pour les droits humains annonce dans un tweet qu'elle est très préoccupée par les agissements inhumains et antidémocratiques de ce groupe. Elle appelle le Conseil supérieur de la police nationale à assumer ses responsabilités. Des membres de l'opposition, et notamment les avocats André Michel et Jean-Fritz Magnier, qui se réclament en même temps être les avocats du SPNH 17, qualifient d'irresponsable le directeur général de la police nationale. Des démarches judiciaires seront entreprises à son encontre, garantie donnée par le représentant du secteur dit démocratique et populaire, maître André Michel, qui dénonce également le caractère illégal des avis de recherche lancés contre certains membres de la structure syndicale. Il a fait remarquer que ce sont des manœuvres qui visent à réduire au silence le mouvement syndical des policiers. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. C'est une conférence de presse qui ne s'est pas déroulée dans les conditions prévues par les avocats qui se présentent comme ceux du SPNH 17. La salle mise à leur disposition était trop exiguë pour accueillir les journalistes et la masse de militants qui étaient présents. L'activité a dû se dérouler en plein air au final. Aujourd'hui, c'est son costume d'avocat qu'avait revêtu Maître André Michel et, comme à son habitude, il n'a pas mâché ses mots à l'encontre du directeur général de la police nationale qu'il accuse d'être irresponsable par rapport aux récents événements. En 10 jours, dit-il, une douzaine de policiers sont tombés victimes du devoir. L'homme de loi entend entreprendre des démarches judiciaires. Et nous allons attaquer par devant la justice les avis de recherche émis contre les membres du SPNH 17 parce que c'est fait en dehors de la loi. On ne peut pas accepter ça. C'est la répression syndicale. On ne peut pas accepter la répression syndicale en 2021. Après une intervention d'environ 7 minutes, le représentant du secteur dit démocratique et populaire a mis fin à la conférence. Ce n'était en effet que le signal du départ pour les militants.
Pancarte en main, au rythme des chansons populaires, ses opposants ont bloqué les rues à proximité du collège Le Normalien. En quelques secondes, des protestataires ont amoncelé de grosses pierres et déposé des pneus enflammés sur la chaussée, paralysant ainsi la circulation des véhicules. Les contestataires ont aussi caillassé le local du ministère de la Communication. Une situation qui a créé la panique pendant plus d'une heure et a obligé les responsables d'établissements scolaires à garder les enfants un peu plus longtemps que prévu. Alors qu'ils prennent souvent la parole pour dénoncer le comportement des agents de la PNH, notamment lors des manifestations, des membres de l'opposition, Maître André Michel et Jean-Fritz Magny, se sont saisis du cas du SPNH. Appliquant le principe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », celui qui se surnomme l'avocat du peuple n'a même pas attendu la tenue d'un procès, s'il y en aura, pour défendre ses clients. SPNH 17, ce n'est pas une association criminelle. Ce sont des policiers qui se battent pour obtenir de meilleures conditions de travail. La population doit supporter, nous tous nous supporter, voilà pourquoi nous sommes là. Suite à une conférence de presse donnée par des avocats qui se réclament, ceux du SPNH 17, des protestataires en ont profité pour ériger des barricades. Certains ont lancé des pierres sur le local du ministère de la Communication, créant ainsi une situation de panique dans la zone. Est-ce qu'elle va durer ou sera-t-elle momentanée? Nul ne sait, mais ce qui est certain, c'est que tout se déroule sous l'œil observateur des agents de la PNH. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. La Fédération des barreaux d'Haïti supporte la grève des magistrats qui entame sa 6e semaine. Les juges ont réagi car l'exécutif a pris des décisions en dehors des lois de la République, selon le secrétaire général de la FBH, Maître Robinson Pierre-Louis, qui souligne que l'exécutif a toutes les cartes en main pour remédier à la situation. Parallèlement, Maître Pierre-Louis se dit conscient que de nombreux avocats expriment des réserves sur la position exprimée par les magistrats. Le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football appelle les différents acteurs de la crise politique actuelle à une trêve pour permettre que la rencontre éliminatoire de la Coupe du monde de football Haïti-Belize se tienne normalement ce jeudi au stade Silvio XIV. Le processus électoral continue d'avancer à grands pas. Notre reporter, Jean-Jules Desaugustes, fait le point avec M. Mathias Pierre, le ministre chargé des questions électorales. Monsieur le ministre, bonsoir, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bon, un plaisir d'être avec vous et avec les auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. Les informations font croire, monsieur le ministre, qu'il y a des directions départementales qui reçoivent déjà des équipes relatives au référendum constitutionnel. Est-ce que vous pouvez le confirmer pour nous? Bon, en fait, il y a la mise en place qui est en train d'être faite. Et n'oubliez pas que le référendum, c'est comme une élection, mais c'est une élection avec un bulletin, qui est un bulletin oui ou non, ou encore 2 bulletins. Et celui qui vote oui va voter avec un bulletin, et celui qui vote non va voter avec un bulletin. Donc, tout ce qui est en rapport avec la mise en place pour les élections doivent se faire. Donc, ces jours-ci, je pense qu'on est à la phase, après le recrutement du personnel électoral dans les becs et les beds, et le CEP est à la phase de formation du personnel électoral des becs et des beds. Et c'est dans ce sens que je crois que beaucoup de membres du Conseil électoral provisoire étaient dans les différentes villes de province et dans les départements pour s'occuper de la formation. Est-ce que vos différences entre équipes pour le référendum constitutionnel là mis en place et équipes pour réaliser l'élection, monsieur le ministre? Non, et c'est même en équipe là. Ça veut dire que, comme se dit, il y a une mise en place qui est en train d'être faite
Et dans cette mise en place, il y a par exemple les matériels non sensibles. Je parle des urnes, isoloirs et marqueurs et tout ce qui a rapport et qu'on utilise dans les élections vont être utilisés dans un premier temps dans le référendum et plus tard utilisés dans les élections. Ce sont les mêmes ressources humaines qui seront utilisées. Ce sont les mêmes ressources humaines, ce sont les mêmes matériels, sauf quand on va arriver dans les matériels sensibles, je veux parler des bulletins de vote, à ce moment-là on va avoir des bulletins différents. Maintenant, comment ça marche avec les partis politiques vers lesquels on a envoyé, si vous voulez, le projet de l'élaboration de la nouvelle constitution? Qu'est-ce qu'il y a comme réaction? Parce que la date est encore maintenue pour le 27 juin pour le référendum constitutionnel. Quelle réaction il y a des partis politiques, leaders, personnalités notamment? Bon, je pense qu'il y a des réactions qui commencent très intéressantes avec, je suis capable de dire, partis politiques. Dans la mesure où il y a pile parti politique qui ont gagné texte et constitution en amérique, ça c'est avant-projet de constitution, ça c'est texte et créole et français et qui est même en circulation et qui en débat en société. Quand on nous dit que c'est un avant-projet de texte, ça veut dire que c'est un texte qui est là pour la société à réagir sur lui. Et par exemple, il y a des bagailles qui en dans ça, mais que nous connaissons que la société et partis politiques ont commencé à prendre position. Maintenant, le format qui est utilisé pour les partis politiques pour être capable de réagir sur ce texte-là, c'est que, on va gagner des documents que nous avons déjà que nous gagnons et nous allons continuer à faire. Étape ça pour le suivi de 2 jours d'atelier. Côté que nous pourrons inviter les partis politiques, côté au fin de faire des réflexions à la caillou avec sympathisants, nous pourrons inviter dans des ateliers. En dans atelier donc on est partis politiques pour venir pour prendre ça fait mise en commun de toutes les recommandations que vous recevoir dans tout le pays pour faire mise en commun et qu'il y a des recommandations que vous pouvez transmettre nous pour nous transmettre à ces. Est-ce qu'il y a un parti politique qui a rejeté projet ou avant-projet de constitution d'un revers de main, monsieur le ministre, comme des partis qui disent mais c'est pas le moment, et nous pas dans la question de référendum constitutionnel, voire de réforme constitutionnelle avec le pouvoir en place, notamment le président Jovenel Moïse, qui a dit mandat fini, il a parlé de opposition, bien d'une frange de l'opposition. Est-ce que ces partis radicaux ne rejettent pas ces propositions de revers de main, monsieur le ministre? Bon, parce que je dis, et ça que nous sommes d'accord sur lui, c'est que il y a un consensus autour d'une nouvelle constitution dans le pays. Et ce n'est pas une réforme constitutionnelle, ce n'est pas un amendement constitutionnel, quand ça dit en la constitution, c'est une nouvelle constitution. Et je pense que les nouvelles constitutions sont actes souverains et comme le président Remedil, ça veut dire que le peuple là doit décider de nouveaux contrats sociaux, de comment il doit le pays à lui-même les diriger. Donc en ce sens, quel que soit côté autant de nègres parler de opposition, il parler en général de conférence nationale souveraine. Et en un projet conférence nationale souveraine, il y a gagné là-dedans une nouvelle constitution qui a supposé gagner en un pays. Donc, en fait, il y a 86% de monde dans le pays qui est d'accord pour une nouvelle constitution. Maintenant, il y a un groupe qui doit dire ok, ce n'est pas moi qui vais faire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je dis, quand le président Jovenel dit un bagage qui est plus loin, il dit écoutez, je dis, il faut que nous fassions élection. L'élection, il a coûté trop dans la constitution amendée. Et il y a trop d'élections qui mettent dans tout problème que nous avons là. Avec la constitution amendée, pour faire élection, il faut gagner 3 élections. 3 élections, ils coûtent à peu près 125 millions de dollars fois ça pour faire élection. Et en plus de donner ça, avec la constitution amendée, vous gagnez dans la dernière élection 6844 personnes qui étaient élus à travers le pays. Tandis que si nous devons mettre une nouvelle constitution en place, l'élection a coûté un tiers de ça a coûté aujourd'hui. 2 élections, non seulement on pas gagner 3 élections en un cycle électoral de 5 ans, on va gagner une seule élection parce que tout le monde a élu pour 5 ans. Et puis en plus, on gagne possibilité pour que aujourd'hui, on aller dans une dynamique côté seulement c'est 911 personnes qui a élu en la constitution. Ça veut dire que je dis qu'il y a toute une série d'éléments qui fait nous penser que tout le monde qui compte, je dis,
rejoindre le président en un accord et qui est nécessaire pour que nous menions le pays à pied devant, accord qui est nécessaire pour nous aller et aujourd'hui, et avec accord ça, nous sommes capables d'entrer dans le projet de constitution et en deux projets de constitution, on a fait ensemble pour nous quitter le pays à aller de là. En parlant d'accord, monsieur le ministre, il y a des gens qui pensaient que ce n'est pas la volonté qui manquait, mais c'est que côté pouvoir là, pas un signal clair qui voyait, opposant pour chita attendait d'une part, mais il parlait de constitution, pas parce qu'une réforme constitutionnelle n'est pas nécessaire, mais on pensait que cette démarche entamée par le pouvoir en place, notamment le président de la République, de réunir 5 personnalités, on pensait que manquait une légitimité dans cette démarche. Bon, parce que je vous dis, et là, on a parlé d'accord, et le président dit, il est ouvert pour le faire un accord, je pense que le président n'a pas mis qu'une contrainte, il n'a pas mis qu'une limite en dedans et dialogue qui pour mener un accord. Je pense que le premier bagage qui gagne pour gagner un accord, il faut qu'on ait un dialogue, et en un dialogue, ça, il faut qu'on ait un agenda de dialogue. Ça veut dire que je dis, pour que ça nous pas, chaque dans nous définit agenda de dialogue. À partir de l'agenda de dialogue, nous chita ensemble pour nous garder qui ça nous a mis nous d'accord sur lui, et sur ça nous mettons nous d'accord, nous venons au consensus pour nous aller de là. Et je vous dis à moi que le pays a un consensus, ou encore un consensus presque dans le pays sous forme de nouvelle constitution. Nous peut-être pas d'accord sur qui peut faire constitution, est-ce que son pouvoir pour en place là, ou bien soit transition pour faire, mais nous avons un consensus sur forme de nouvelle constitution. Et bien, on avance sur lui. Et le pays a un consensus, il faut gagner élection. Nous ne sommes pas d'accord, il y a qui dit cette transition pour faire élection. Le président lui-même, dans la 5e année mandale, il y a pour faire élection qui sont ça me en obligation constitutionnelle. Et bien, je dis en avancer sur la question constitution. Parce que deux chantiers, c'est eux qui pour mener le pays de l'avant. Et je dis moi, je pense que tout le monde qui a fait politique, tout homme politique et femme politique, posez-nous des questions. Pour qui ça ne va pas cacher pour nous un consensus? Ça, c'est la première question. Consensus autour de une constitution qui peut permettre l'élection coûter moins, gagner moins élus, gagner moins de problèmes dans le pays. Deux, pour qui ça, il y a un monde qui a fait politique, je dis, ou peur à l'élection, ou peur à l'affronter le peuple là, pour que c'est lui-même, à partir de bulletin de vote, qui peut avoir un mandat qui peut être élu. Je dis, là, on a une transition, on va parler d'autocratie, on va parler de deux nègres dans Pétionville, dans Port-au-Prince, qui peut mettre un président dans le pays. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, et le président a la responsabilité que le gain est capable de dire pour constitutionnel, dans la 5e année mandale, il faut faire élection et toute disposition prend pour que l'élection ait démarré. Et c'est ça. Et dans cet avant-projet de constitution, c'est toujours un régime présidentiel, c'est-à-dire avec un parlement également monocaméral, une seule chambre, seulement les députés. Est-ce que c'est toujours point à regarder malgré tous les débats qu'a fait autour de deux points ça, particulièrement entre autres, monsieur le ministre? D'ailleurs, dit que les textes sont avant-projet. Ça veut dire qu'il y a en circulation, n'importe qui citoyen ou groupe de citoyens qui réunit, capable de faire des suggestions, réunir des mondes et faire sensibilisation pour l'intégrer dans le texte. C'est-à-dire rien d'arrêté. Pas rien, c'est pas la constitution, c'est un avant-projet. En termes de précision, monsieur le ministre. Oui, non, c'est clair. Seul bagage qui est important, il y a deux chantiers. Un chantier qui est le référendum, un chantier qui est l'élection. Je vous dis, c'est des élus qui pourront remplacer des élus. Pour que des élus remplacent des élus, il faut gagner élection. Élection sont pont pour la paix, élection sont pont pour stabilité, et élection sont pont pour développement économique. Je vous dis, un président lui-même, il a une responsabilité pour qu'il fasse élection, et je vous dis, nous sommes obligés de faire toute mise en place, pendant la pouvelle, mais toute mise en place à faire pour que le processus électoral-là, il déclenché, il enclenché, et il continue à avancer pour nous aller de là. Concernant le référendum constitutionnel et les élections, monsieur le ministre, pas de référendum sans le peuple, et pas d'élection sans les partis politiques. D'abord, pour le peuple, il n'y a pas de sécurité, c'est évident, mon peur sortir, il peut aller même dans des activités ordinaires, faites ou bien des soirées nocturnes. Donc, la panique, la peur, tout ça là. Pour le peuple, pour le référendum et pour les élections, il n'y a pas d'élection sans les partis politiques. Et les partis politiques, en majeure partie, et ils contre le processus ça. Donc, comme ministre chargé des élections, mais aussi des relations avec les partis politiques, comment vous recevoir toute préoccupation ça finalement? Bon, parce que, sur question de sécurité, il y a deux bagages fondamentales que le gouvernement a décidé de faire.
aborder la sécurité sur deux plans. D'abord, sur le plan global, il y a un ensemble de décisions qui prend, côté que le président a commencé par mettre une cellule anti-kidnapping en place pour combattre le kidnapping. Et le directeur général de la police, c'était lui-même qui est en tête de cellule. Maintenant, comment pour combattre la question kidnapping? Il fait, et on senti que il y a des résultats qui commencent à joindre en la période. Ça, c'est question kidnapping. Sous question banditisme et insécurité de manière générale, là encore, nous avons des grosses actions qui sont posées, nous avons des affrontements qui sont faits avec des groupes, mais en même temps, nous avons que récemment, la semaine dernière, le gouvernement a pris un décret avec un arrêté pour décréter état d'urgence sur toute zone qui a déclaré zone de non-lieu et qui peut permettre d'adresser problème et banditisme où est aujourd'hui village de Dieu et de l'autre côté qui des dispositions qui apprend. Certainement, nous avons des policiers qui tombent et c'est malheureux que les policiers a tiré sur les policiers, mais je vous dis, nous comprenons que je vous dis, une urgence et que la sécurité est liée au plan numéro 1. À côté de la sécurité globale, là, il y a la sécurité électorale. Une cellule de sécurité électorale qui met en place. Rôle cellule ça, c'est planifier tout ce qui a rapport avec la sécurité électorale. Côté l'armée, la police, ils vont le mettre ensemble qui pour permettre d'assurer sécurité et logistique question élection. Donc là, il y a jour élection, avant élection, après élection, il faut que toute garantie ça au bail. Donc il y a des gens qui travaillent sur ça. Ça c'est sur le plan sécurité. Et je pense que automatiquement que nous adressé problème sécurité, nous pendant l'autre monde vient chita sous table pour nous joindre accord, je pense que nous sommes capables d'avancer et aider à résoudre le problème ça au niveau pays. Ça c'est au niveau des partis politiques. Nous pensons que il y a 253 partis politiques qui enregistrés et légalement reconnus dans le pays d'après la liste que nous recevons du ministère de la Justice. En tant que 253 partis politiques, d'ici à déjà, nous recevons plus qu'une centaine de partis politiques. Nous avons plus que 200 partis politiques que nous voyons texte constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a propre élection. Conversation que nous commençons à gagner, nous comprenons le souci de sécurité que les partis politiques gagnent, nous n'avons pas adressé au niveau gouvernement. Mais il y a un bagage que nous voulons dire. Élection, ce n'est pas une option. Ça veut dire un bagage optionnel. On peut faire élection ou bien si pour faire élection. Élection, c'est une obligation. Parce que c'est en démocratie, c'est le peuple là qui peut décider à partir de bulletin de vote qui est-ce qui peut diriger le pays. Donc, moi, je crois que je dis il faut que tout le monde dise élection sont obligations et qui ça nous prend le faire pour que nous fassions élection en réalité. Et je dis au niveau gouvernement, c'est ça que nous focus sur lui. Nous avons fait dialogue, nous avons parlé à monde, nous avons causé avec eux, mais en même temps, nous avons pris des dispositions pour garantir sécurité. Pendant que nous avons pris des dispositions pour garantir sécurité, nous avons fait planification pour élection référendum. Je pense que c'est ça qui a fait jeudi au niveau gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous vous rappelons que vous êtes ministre délégué chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Merci de votre disponibilité. Merci. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.